Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresse.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. L'épisode d'aujourd'hui est un petit peu spécial. D'habitude, c'est moi qui pose les questions. Mais dans celui-ci, je me retrouve de l'autre côté du micro. J'ai été invitée dans le podcast Le Cercle des Entrepreneurs de l'âme, un podcast créé et animé par Arlette Gobajek, qui est une entrepreneure, fondatrice de la maison d'édition African Propaganda. Le Cercle des Entrepreneurs de l'âme est un nouveau podcast qui parle d'entrepreneuriat, de la féminité et de la spiritualité. J'ai donc profité de cette invitation pour faire une interview croisée avec Arlette Gobajek, interview dans laquelle nous échangeons sur nos débuts dans l'entrepreneuriat et sur ce qui nous motive dans la vie en général en tant que femme. Si vous avez envie de découvrir un peu plus qui est la personne qui se cache derrière le podcast Le Salon du Livre, alors écoutez jusqu'au bout. Je vous souhaite une très agréable écoute. Bonjour Assel. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Merci, moi ça va. Ça me fait plaisir de te parler en ce samedi matin. Oui. Merci pour l'occasion que tu me donnes d'échanger avec toi. Je te retourne les remerciements parce que on est aujourd'hui c'est un épisode spécial vu qu'on a un podcast croisé. Donc nous sommes à la fois sur le podcast du Cercle des Entrepreneurs de l'âme, mais aussi sur le Salon du Livre. Tout à fait. Ouais. Donc en fait, on va s'interroger et on va s'entretenir, toi et moi, sur divers sujets, sur la littérature africaine en particulier, parce que c'est ce qui nous a fait nous rencontrer, c'est ce qui nous a liés toutes les deux d'abord. On se découvre des passions communes. Et pour le cercle, on va parler de toi et du salon, non seulement du Salon du Livre, mais de Afro-Livresque et pour moi, c'est un bébé, c'est ton bébé Afro-Livresque, hein. de la naissance de Afro-Livresque, d'avant la naissance d'Afro-Livresque, de pourquoi Afro-Livresque est né, etc. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais te laisser te présenter. Et après, comme d'habitude, ce que je fais, on va tirer une carte d'oracle et puis la conversation va se poursuivre. D'accord. Alors, je suis Assel Nadal, je suis camerounaise, d'origine camerounaise, de nationalité allemande. Je vis en Allemagne, à Berlin, où j'ai fait mes études en informatique technique. Donc, je suis ingénieure en informatique technique et je suis une passionnée de lecture, de livres. Et depuis quelques années déjà, j'ai lancé un magazine en ligne qui fait la promotion des littératures africaines et afrodescendantes qui s'appelle Afrolivresque, donc afrolivresque.com. Et il y a quelques mois, j'ai lancé le podcast Le Salon du Livre qui est aussi parle des littératures afrodescendantes avec un format assez simple, un format d'invités, d'échanges et de questions. Donc voilà ce que je peux dire sur moi. Merci. Et comme nous sommes sur le Salon du Livre, je vais me présenter parce que je ne suis pas sûre que nos auditeurs me connaissent. Je suis Arlette Gobajek. Je suis comme toi, Assel, camerounaise. Je vis en Tunisie. Je suis maman de 2 grands garçons. Ils sont grands maintenant, ils ont 10 et 12 ans. Également
passionnée, très passionnée de lecture. Pour moi, je pense que la lecture, c'est mon premier amour. Hein. La lecture d'abord, et l'écriture est venue un peu après. Mais voilà, et je pense que, moi je dis souvent que la lecture m'a sauvée, parce que dans tout ce que j'ai traversé dans ma vie, que ce soit positif ou négatif, j'ai toujours pu me réfugier dans les livres. Aujourd'hui, c'est plus les Kindle, on va dire le Kindle. Et ça reste pour moi la littérature. Je n'ai pas de mots pour décrire la place qu'elle a vraiment dans ma vie. Je n'ai pas de mots pour décrire le soutien. Des fois, j'en parle. Je peux parler de personnages des livres comme de personnes que je connais, hein, par exemple. Donc, pour moi, c'est à ce point-là, et c'est très intime. Pour moi, la lecture aussi, c'est vraiment quelque chose de très intime. C'est quelque chose qui fait partie dans mon sac. J'ai mes livres comme j'ai mes rouges à lèvres, par exemple. Tu vois. Et pour moi, le sac à main d'une femme, c'est vraiment son intimité. Donc, tout à fait. les livres, c'est mon intimité, et encore plus la littérature. Les littératures africaines. On va dire les littératures africaines, parce que peut-être qu'on va en parler dans le podcast, mais pour moi, il y a plusieurs littératures, et en Afrique, je ne peux pas dire qu'il y a une littérature. Donc, souvent, je parle des littératures africaines plutôt que de la littérature africaine. Et voilà. Et du coup, ces derniers temps, cette dernière année, je travaille à mettre en place une maison d'édition digitale, dont on va peut-être aussi parler. Oui. African Propaganda. African Propaganda. Voilà. Le nom veut tout dire. Hein? Ben oui. On peut en parler des heures. On peut parler de la raison pour laquelle je pense que c'est le moment d'avoir notre propagande à nous, mais du côté positif, c'est-à-dire. Et justement, avant qu'on ne l'oublie, je voudrais rappeler à ceux qui vont nous écouter que les soumissions de textes sont ouvertes. Hein. Donc, si vous nous écoutez et que vous avez des textes que vous souhaitez publier, vous avez des manuscrits qui sont prêts ou qui sont bientôt prêts, donc vous pouvez aller sur africanpropaganda.com et donc vous allez voir toutes les informations pour soumettre vos manuscrits. Et également, il y aura le lien en description de ce podcast. Tout à fait. Dans la description de ce podcast. Donc, Assel, c'est un exercice très intéressant qu'on fait aujourd'hui, parce que moi, je vais te poser mes questions et tes auditeurs pourront en savoir un peu plus sur toi. Oui, en général, c'est moi qui suis derrière le micro pour poser des questions. Donc, c'est une situation normalement très confortable, hein. Mais là, en tout cas, je suis ravie de pouvoir répondre à tes questions. Oui, et du coup, je répondrai aux tiennes aussi. Évidemment, mais on va commencer par tirer une carte, hein, et je vais te demander de me dire stop. Oups. Stop. C'est la carte de la peur. Ah, on commence bien, hein? On commence bien. C'est la carte de la peur, mais moi, du coup, ça me donne une bonne entrée. Une bonne porte pour te poser, parce qu'on parle aussi d'entrepreneuriat dans ce podcast. Quelles sont les peurs que tu as dû dépasser, Assel, pour créer Afrolivresque? Ça, c'est une question très intéressante. Alors, j'essaye de revenir un peu quelques années en arrière, au tout début. Raconte-nous Afrolivresque, alors. Oui. Quand est-ce que ça a commencé? Pourquoi? Oui. Voilà. Alors, Afrolivresque a commencé un peu par hasard. Donc, comme je l'ai dit quand je me présentais, j'aime beaucoup les livres, donc je lis depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été entourée de livres. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui facilitaient l'accès aux livres. Mon père, il est professeur de littérature dans une université de la place au Cameroun, à Yaoundé. Donc,
c'était assez facile d'avoir accès aux livres. Et en grandissant, je dois avouer que je ne lisais pas beaucoup d'auteurs africains. C'était beaucoup plus le Club des Cinq, les Martine, voilà. Je suppose que ceux qui m'écoutent doivent se reconnaître dans tous les Tintins, voilà. Les Sas, qui n'a pas lu Sas. Donc voilà, je voyage, je viens faire mes études en Allemagne. Donc c'est un pays qui n'est pas francophone. Donc j'ai un peu des difficultés à retrouver mes livres que j'avais l'habitude de lire, mes collections et tout. Et petit à petit, je commence à chercher des choses qui me ressemblent. Parce qu'une fois que je suis en Allemagne, je suis confrontée à la condition d'être différente. Je ne ressemble plus aux autres. Donc, voilà. Donc, c'est un miroir un peu qui me pousse, en quelque sorte, à me poser des questions sur moi-même. Pas moi en tant qu'Assel, mais moi en tant que femme noire, femme africaine. Et petit à petit, je cherche des livres, parce que chaque fois que j'ai une question, chaque fois que j'ai des questionnements, mon premier réflexe, c'est d'aller chercher des livres qui parlent de ça. Donc voilà, et puis donc je cherche des auteurs, parce que des auteurs qui me ressemblent, parce que je me dis, ceux qui ne me ressemblent pas ne peuvent pas comprendre ce que je ressens. C'est beaucoup plus du ressenti que j'exprime et que j'aimerais retrouver dans les livres que j'ai envie de lire. Donc je cherche, je suis confrontée à la difficulté d'avoir accès à ces livres-là. Et parfois, on ne sait même pas où sont les auteurs, on ne sait pas où sont les éditeurs. Donc, il n'y a pas vraiment d'informations bien structurées à un endroit où je peux régulièrement aller trouver ce que je cherche. Donc, je me dis, moi, je vais appliquer le dicton qui dit que si tu ne trouves pas quelque chose, ou alors si tu ne trouves pas le livre qui te convient, écris-le. Mais moi, je l'ai un peu transformé à ma manière. J'ai dit, si tu ne trouves pas de plateforme qui propose ce que toi tu cherches, propose-le. Aussi simple que ça. J'ai commencé à faire une livresse en une nuit. C'était pas encore ce que c'est aujourd'hui, mais l'idée, c'était en une nuit qu'elle est venue. J'ai commencé par créer la page Facebook. Et c'est au fil du temps que j'ai structuré un peu tout ça. Donc, pour revenir à la question de la peur. Oui. Parce que souvent, c'est la peur paralyse, et c'est souvent nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est ce qui bloque, en fait. Oui. Alors, au départ, comme j'ai expliqué, c'était pas dans une démarche d'entrepreneuriat. Ça, c'est venu plus tard. Quand j'ai commencé, c'était vraiment par passion. Donc là, il n'y avait pas de peur. Il y avait peut-être quelques petites appréhensions des gens qui pouvaient peut-être pas bien me répondre sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, mais c'était vraiment très minime. Quand je commence à nourrir l'idée de faire quelque chose de beaucoup plus sérieux, la première peur, c'était la perte de ma situation financière, parce que à ce moment-là, j'avais un super boulot dont je gagnais très bien ma vie en tant que consultante, en consultante en SAP. C'est très très bien payé, et avec le confort que ça apporte, je me disais mais comment tu vas faire pour maintenir le niveau de vie, quoi. Donc ça c'était la première peur. Comment faire côté finance. La deuxième peur, c'est... Non, attends, si je comprends bien, tu pensais quitter ton boulot pour te consacrer. Oui, parce qu'en général, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, je suis un peu kamikaze. Voilà, je ne sais pas faire les choses à moitié. Quand je ressens des choses, quand je suis à fond dans quelque chose, je me dis essaye, va jusqu'au bout. Si ça marche pas, au moins tu auras essayé. Mais ne suppose pas que ça pourrait marcher ou ça pourrait ne pas marcher. Il n'y a que sur le terrain qu'on a la preuve que ça marche ou ça marche pas. Donc ça, c'était la première peur, les finances. La deuxième peur, c'était est-ce que je suis légitime? Oui, le syndrome de l'imposteur. Absolument. Et on répète
très souvent, le symbole de l'imposteur, ça revient très, très souvent, mais très peu de gens prennent le temps d'expliquer vraiment ce que on ressent. Oui. Moi, j'aime beaucoup les ressentis parce que... Comment tu l'as ressenti alors, toi? Alors, c'est des petites choses, des petites situations très simples. Moi, je ne viens pas d'un milieu littéraire, donc j'ai pas fait d'études sur la littérature et tout ça. Comment est-ce que je vais parler de littérature à des auteurs, à des experts en littérature? Mais ils vont penser que ils vont dire, mais celle-là, elle sort d'où? Oui. Qui elle est? Oui. Et c'est un petit cercle aussi en même temps. Donc, on ne vient pas comme ça, on tombe de nulle part. Oui, il y a des codes. C'est quelque chose qui me fait peur encore, parce que la maison d'édition n'est pas complètement mise au point. Oui. Mais c'est effectivement quelque chose qui encore me fait peur. Oui. Wow. Oui. Donc, comme dans chaque domaine, il y a des codes. Oui. Si on veut rentrer dans la littérature, il y a des codes. Si on veut rentrer dans la gastronomie, il y a des codes. Oui. Et j'ai pris le temps d'observer. J'ai beaucoup écouté et je me suis formée en autodidacte. Donc, c'est pas juste je veux faire quelque chose et puis je me lance tête baissée. Non. Vraiment, j'ai pris le temps de comprendre ce marché-là. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que la distribution, la diffusion, la production, tout ça là, j'ai essayé de comprendre vraiment du mieux que je pouvais. Donc, ça a pu m'aider à surmonter cette peur de l'imposteur. Et tu te demandais tout à l'heure comment je la ressentais aussi. Moi, j'ai jamais écrit de livre. Comment je vais parler de livre et dire qu'un livre est bon ou il n'est pas bon? Comment écrire alors que je n'ai jamais écrit de livre? Ce que tu dis est vraiment très... Oui. Oui. Mais c'est possible. Oui. Je n'ai pas besoin d'écrire un livre pour apporter mon avis sur un livre, pour dire qu'il est bien écrit parce que si c'était ça, il faudrait que tout le monde fasse tous les métiers du monde pour pouvoir donner son avis. Avis, ouais. Et voilà. Les premiers juges d'un livre, ce sont les lecteurs. Exactement. Je lis depuis des années, mais je sais en termes de littérature ce que j'aime et ce que j'aime pas. Exactement. Exactement. Et donc, et moi je me considère aussi un peu comme une courroie de transmission. Donc je ne dis pas comment on doit faire, mais je peux être l'espace ou la plateforme où on vient pour mettre en relation ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. La transmission est très importante dans ce que nous faisons parce que on court le risque si on ne si on ne fait pas attention, on court le risque de faire que des générations suivantes recommencent encore et encore et encore le travail que les autres ont déjà fait. Alors que l'idéal serait que on prenne le travail qui a déjà été fait et qu'on continue en s'appuyant sur ce travail-là, qu'on le complète, qu'on l'améliore, qu'on apporte, qu'on innove, qu'on apporte des choses. Dans le domaine de la littérature, c'est impressionnant ce que les autres qui étaient là avant nous ont fait. Et on pense qu'il n'y a pas des littératures africaines qui parlent de certains sujets, mais il y en a. Sauf que c'est pas divulgué. Même que l'industrie du livre, il y a 50 ans, était bien mieux qu'aujourd'hui en Afrique. Ah oui? Oui. Allez savoir pourquoi, moi j'en sais rien. Donc, c'est des choses qu'il faudrait creuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a en quelque sorte un peu dépéri dans ce domaine-là, hein? Donc, la transmission est quelque chose de très, très important pour moi. C'est pour ça que je me propose en tant que plateforme où comme je disais, je mets en connexion ceux qui ont des choses à dire, ceux qui ont des choses à partager et ceux qui veulent savoir. Ceux qui veulent savoir et ceux qui veulent écouter et entendre. Tout à fait.
c'est vrai que j'ai écouté quelques épisodes du Salon du Livre et ce que je trouve bien, ce qui me fascine, c'est que tu ne t'entretiens pas seulement avec des auteurs. En fait, c'est un panel de tous ceux qui travaillent dans cette industrie, parce que c'est tout. Quand on parle des littératures africaines, on pense immédiatement auteurs, mais derrière les auteurs, il y a ceux qui corrigent, il y a ceux qui relisent. Moi, c'est effectivement sur le tas, c'est quelque chose, parce que moi aussi, en créant ma maison d'édition, c'est un monde dans lequel j'ai dû me plonger, et qu'en fait, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Quand nous, en tant que lecteurs, on se retrouve avec le livre fini à la main, on n'imagine pas que derrière, il y a eu des traducteurs, il y a eu des relecteurs, il y a eu 10 relectures, 20 relectures, il y a eu les personnes qui ont fait la 4e de couverture, qui ont écrit. On se dit, c'est 3 lignes derrière. Il y a beaucoup de travail derrière, et ce que j'aime dans le podcast, dans ton podcast, le Salon du Livre, c'est qu'on fait intervenir toutes ces personnes qui travaillent derrière le livre, comme on dit, pour que le produit fini, vraiment des personnes. La dernière fois, par exemple, je pense que tu as parlé des audiobooks en Afrique. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que du coup, parce que ma plateforme est digitale, je me suis dit éventuellement, et ça, je suis contente qu'en plus des auteurs avec qui tu t'entretiens, tu nous ouvres un peu derrière ce monde, cet univers de la littérature qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer, quoi. Tout à fait. Et toi, moi, je peux te demander aussi, quelles ont été tes peurs, ou alors quelles sont tes peurs? Oui, moi un peu comme toi, tout part toujours d'une intuition. C'est pour ça qu'en fait, les entrepreneurs de l'entrepreneuriat de l'âme, pour moi, c'est ça, c'est que ça part d'une idée que tu as un jour. Tu te dis, mais en fait, dans le marché, il manque, je recherche ça. En fait, ça part comme toi. C'est parti de j'ai envie de quelque chose, je recherche quelque chose que je ne trouve pas sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le créer. Ma peur, tout comme toi, le syndrome de l'imposteur que j'ai toujours, mais c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer. Effectivement, moi, je ne suis que lectrice, et encore lectrice, je n'ai par exemple pas de blog, tu vois ce que je veux dire? Donc, relire les livres, ce n'est pas quelque chose que je fais de manière même semi-professionnelle ni amateur. Moi, tout ce que je fais, c'est je lis les livres, et ce que j'ai ressenti du livre, c'est ce qui me reste du livre, et puis je range le livre. De temps en temps, je peux le relire si vraiment le livre m'a marqué. Donc, le fait de me dire que je vais découvrir cette industrie sur le tas, je ne sais pas si je dois l'avouer même ici. Pourquoi pas? De lui dire, parce que, et du coup, en créant les posts dans la maison d'édition, du coup, je lis, et puis je me dis, oui, mais il va me falloir un relecteur. Et après, je lis le post, la description de poste du relecteur. Je me dis, oui, mais en plus de ça, il va me falloir un correcteur, parce que les deux ne sont pas c'est pas la même chose. Les deux ne font pas le même travail. Donc ça, c'est vraiment une peur que j'ai toujours. L'autre peur, c'est comment est-ce que le produit va être accueilli. Parce que malgré toutes les recherches qu'on fait avant, on ne peut pas prévoir la réaction du public. Donc, on se dit, oui, je me suis basée sur mon intuition, mais il y a toujours cette petite voix qui te dit, mais est-ce que tu es sûre? Et comme toi, quand derrière, parce que moi, comme toi, je ne sais pas si à l'époque tu l'as fait, mais moi, j'ai quitté mon boulot du coup. Je l'ai fait aussi. Ouais. En fait, c'est toute une aventure, et tu te dis, mais est-ce que je ne suis pas folle? Tu te dis, est-ce que ce rêve vaut la peine d'autant d'énergie? Je ne dis pas de sacrifice, parce qu'il y a un tel plaisir. Le mot sacrifice a une connotation négative, parce qu'il y a un tel plaisir à faire ce que je fais. Je ne peux pas dire vraiment que c'est un sacrifice, mais c'est des appréhensions que j'ai de me dire, est-ce que je ne me serais pas trompée, ou est-ce que je n'aurais pas mal compris mon intuition? Parce que ça aussi, est-ce que je ne me serais pas trompée dans la mise en œuvre
de ce que je voulais faire. Donc ça, ce sont des peurs que j'ai. Et je pense que si on a cette carte aujourd'hui, qui est sortie aujourd'hui, c'est pour dire que même en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas laisser la peur nous paralyser. Parce que même avec ces peurs-là, je sais que j'ai toujours le choix. Parce que demain, si je suis sûre que ça va fonctionner, on croise les doigts, mais si ça ne fonctionne pas, j'ai toujours le choix de retourner travailler. Exactement. Je vais rebondir dessus parce que je me disais que j'étais en train de t'écouter et quand tu as parlé d'avoir quitté son travail, moi je l'ai quitté sans sans me poser la question de savoir si est-ce que je fais le bon choix. Parce que j'avais déjà cette assurance de la formation que j'ai eue. Donc, étant ingénieur, je sais que je peux rebondir à tout moment. Donc, ça rassure déjà au cas où je me casse la figure. Hein. Et je pense que chaque personne qui a envie de faire ce pas doit vraiment prendre le temps de réfléchir et de se poser des questions telles que quels sont mes acquis que je peux utiliser à tout moment s'il y a urgence. Ça, c'est très important. Et non plus être naïf, hein, quelles sont mes responsabilités? Il faut pas mettre le bien-être de ses enfants, voilà, parce qu'on a envie d'aller vivre son rêve. Ou... Ce n'est pas non plus, il faut faire une différence, parce que c'est là où je parle il faut avoir le discernement. Exact. On me dit aux gens de se mettre en danger. On va pas se mettre en danger. Tout à fait. Mais aussi, il faut trouver un équilibre parce que de se dire qu'aussi, une fois qu'il y a certaines choses, c'est-à-dire le loyer, les factures, etc., d'une manière ou d'une autre, on se dit qu'on pourra payer. Donc souvent, les risques qu'on prend, c'est des risques calculés. Voilà. On ne va pas se lancer dans une aventure en se disant, en sachant que si ça ne fonctionne pas, on est à la rue, c'est pas possible. Donc, on se dit, oui, j'ai ce discernement-là. Je me dis que telle chose va être réglée, donc je peux me lancer. Mais comme toi, c'est marrant, comme nos aventures sont parallèles, comme toi, j'ai quitté un poste vraiment où je gagnais très bien ma vie, très bien payé. Effectivement, là, tu te dis, ben, mon lifestyle en prend un coup. Ça, c'est sûr, hein? Et il faut savoir faire face à ça parce que le fait de perdre ce lifestyle-là, ça a beaucoup d'implications dans son cercle social. Peut-être que c'est des choses dont on parle très peu en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude de faire des petits cadeaux aux anniversaires, des choses comme ça, ce n'est plus possible. Les restos, les boîtes, ce n'est plus possible. Si tu achetais ton rouge à lèvres, je sais pas de quelle marque, j'ai pas envie de faire de pub. Voilà, c'est fini. On racle un peu les fonds, hein. Donc voilà, toutes ces petites choses qui font les petits plaisirs de la vie, qui sont vraiment en quelque sorte un peu du luxe quand même, hein. Non, mais surtout au-delà de ça. D'avoir l'incertitude des fins de mois. C'est même au-delà de... Parce que bon, le rouge à lèvres, il dure certaines années. Donc, par exemple, tu vois, oui, mais c'était juste pour prendre un exemple pour symboliser un peu les changements, quoi. Les changements qu'on prend comme ça. Entre toi et moi, je vais te dire que Corona m'a sauvée dans ce sens-là. Ce n'est plus trop nécessaire de mettre du rouge à lèvres. Les sorties et tout. Moi, je me dis souvent qu'il faut que les comment on les appelle, les designers, qu'ils mettent l'accent maintenant sur le haut du corps, tu vois, parce que avec les réunions Zoom et tout ça, on n'a plus besoin en bas tu mets un pyjama, tu mets un pantalon de pyjama ou un jean ou n'importe quoi, mais en haut, vraiment ils doivent mettre le paquet sur tout ce qui est design de la tête jusqu'au ventre, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Donc,
donc en gros, voilà, je sais même plus ce que je sais même plus. Oui, donc la peur, c'était ça. C'est même pas vraiment une peur, c'est l'incertitude, en fait. Voilà, c'est la peur de l'incertitude, si je veux dire. Voilà. Mais ce sont des peurs que j'ai toujours, parce que à l'heure à laquelle toi et moi on enregistre ce podcast ou ces 2 podcasts, la maison d'édition, je suis en train de finaliser la plateforme digitale. Donc, il faut savoir que le travail a commencé en plein Corona. Donc, je me suis même posé la question quand j'ai commencé à avoir cette idée, enfin, pas avoir cette idée, mais à vouloir concrétiser l'idée. On était en juin 2020, donc on était en plein confinement. Et moi, j'étais en train de me dire, en plein confinement, avec tout le bouleversement que cette pandémie est en train de créer dans le monde, Arlette, est-ce que c'est bien sage de quitter ton travail? Parce que on entendait les gens perdre les nouvelles des gens qui avaient perdu leur boulot. Et moi, j'allais dans le sens inverse. Moi, je voulais quitter mon travail et aller vers cette incertitude-là, alors que on avait une impression de fin de monde à l'époque, tu vois. Et moi, je me disais, est-ce que je m'accroche? Et c'était ça, est-ce que je m'accroche? Ou alors, c'est là où mon côté spirituel entre en jeu, ou alors je fais confiance en la vie. Parce que quelque chose me dit que c'est maintenant, c'est pas après. Et la preuve, si j'avais attendu, on n'est toujours pas sorti du corona. Tout à fait. Tu vois. Donc, est-ce que je me laissais aller à cette peur en me disant je vais attendre que la pandémie se termine et que le monde redevienne un peu normal, entre guillemets. Et je suis contente de ne pas avoir attendu, parce que là, ça va faire bientôt 1 an. Et je suis contente d'avoir fait confiance à cette partie-là de moi qui me disait « lance-toi », au lieu d'avoir écouté ma peur. Ouais. Parce que oui, c'est vrai que ça a commencé par une peur. En pleine pandémie, je me disais, tout le monde perd son travail, toi tu dis que tu vas laisser le travail. C'est vrai que ça fait très très peur, parce que on se dit mais on est privilégié, comment on peut oser cracher dessus alors qu'à côté il y a des gens qui ne rêvent que de ça. Donc c'est quelque chose qui est difficile à concilier un peu avec son esprit empathique. Avec son esprit empathique, voilà. Ouais. Oui, moi, je suis, comme tu me connais, je suis quelqu'un j'essaye de me laisser guider plus par ma spiritualité que par mon mental, par mon esprit et mon âme que par ce que je vois, parce que je suis persuadée que ce qu'on voit de nos yeux est vraiment très limité. Et je fais confiance à ce que je ressens dans mon âme plus qu'à ce que je vois de mes yeux. Parce que ce que je voyais de mes yeux à l'époque me faisait très peur. Donc, pour moi, c'est ça. Succomber à la peur, c'est succomber à ces limites, à ce que nos 5 sens qui sont très limités nous disent, en fait. Parce que derrière la peur, pour moi, c'est là où il y a c'est là où on se trouve, en fait. C'est là où on peut se retrouver. Oui. Et c'est comme ça que j'ai lancé la maison d'édition African Propaganda en plein. Justement, à propos de la maison d'édition, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste et quelles sont les thématiques que tu aborderas dans ta maison d'édition? Oui. Alors, la maison d'édition, la partie publishing, comme on dit en anglais, la partie édition de African Propaganda, sa spécificité, c'est que c'est une maison d'édition digitale. D'abord digitale, avant d'être une maison d'édition classique, c'est-à-dire qui imprime les livres. Pourquoi? Parce que mon audience première, enfin les personnes dont je voudrais faire partie, qu'elles fassent partie de mon audience première, sont les personnes afrodescendantes, dont les personnes vivant en Afrique. Et le constat, je suis partie du constat que le livre en Afrique, malheureusement pour moi, est un luxe, le livre papier.
J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont comme moi férus de lecture, avides de lecture, mais que moi personnellement j'ai dû pendant longtemps j'ai dû financer les envies de livres. On a tous ces personnes chez nous, moi comme toi et moi nous sommes camerounaises, je sais que quand je rentre au pays, pendant longtemps, je ramène des livres. Chaque fois, je ramène des livres pour mes petites cousines, je ramène des livres parce que sur place, le marché du livre est limité. Sur place, la plupart des livres viennent, comme ils ont été imprimés en Occident, quand ils arrivent sur place, même si le livre coûte 2000, moi, je lis personnellement, je lis des dizaines de livres par mois, sans exagérer. Je lis au moins un livre tous les 2 jours. Au pays, personne ne peut, c'est-à-dire que tu ne peux pas acheter, même si le livre coûte 2000 francs CFA, c'est une fortune. Donc le livre est un luxe. Et je suis aussi partie du constat que ceux qui aiment les livres, ceux qui aiment ces livres-là, ont accès à des téléphones, souvent les smartphones. Pas forcément des smartphones de marque, mais j'ai vu que le smartphone était généralisé. Donc ces mêmes personnes qui me demandent des livres, ces mêmes personnes, je les vois se balader avec des iPads, par exemple. Parce que le iPad, c'est un investissement qu'on fait parce qu'on se dit que ça va durer un peu plus longtemps. Et c'est de là m'est venue l'idée de me dire pourquoi ne pas faire merger le livre et l'instrument et l'outil smartphone ou comment dire, voilà, tablette. Et c'est pour ça que je me suis dit, pour pouvoir démocratiser la lecture dans ces parties-là du monde, je me suis dit c'est mieux de commencer par une plateforme digitale. C'est pour ça que African Propaganda, c'est une plateforme digitale, parce que à mon avis, c'est comme ça que je pourrais toucher le plus grand nombre de personnes. Ça rend pour l'auteur c'est-à-dire le monde des éditions plus accessible, et ça rend aussi les livres pour les lecteurs beaucoup plus accessibles. Donc il y a cette envie d'accessibilité. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que African Propaganda propose des livres édités soi-même, je veux dire édités par African Propaganda. C'est une vraie maison d'édition dans le sens. Ce n'est pas une maison d'édition où c'est pas comme Amazon. Voilà. C'est pas comme Amazon où l'auteur viendrait lui-même. Merci de m'avoir posé la question. C'est pas comme Amazon où l'auteur viendrait lui-même pour mettre son livre à la vente. Non. Un vrai processus d'édition qui se passe derrière. Donc, c'est les auteurs qui présentent leur manuscrit, et le manuscrit va être lu par un panel de personnes, par certaines personnes. Et après ça, on revient vers l'auteur en disant « Ok, nous allons publier votre livre ». Sauf que la publication va être digitale au lieu d'être pour commencer. D'accord. Donc, voilà. Donc, ce sera l'édition d'un e-book. Oui, voilà. Donc, et ce e-book-là sera disponible sur la plateforme d'African Propaganda. Voilà, exactement. Donc, le processus d'édition, il va être classique, hein, il va être le même, c'est-à-dire il va y avoir des lecteurs, un travail de lecture et de relecture, il va y avoir un travail de correction, il va y avoir un travail de publicité, de communication derrière le livre, derrière l'auteur du livre. Donc, le processus, il suit le processus, je dirais, classique de la publication d'un livre. Donc, voilà. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des gens qui viennent nous voir en nous demandant peut-être d'éditer leur livre. Et puis, nous, s'il ne correspond pas soit à notre ligne éditoriale ou à certains des critères, on dira, je suis désolée, nous ne pouvons pas... Justement, en parlant de ligne éditoriale, quelles sont les collections de la maison d'édition? Alors, nous allons commencer, parce que comme c'est au début, je me suis dit que j'allais restreindre ça à 3 collections. Avant de parler des collections, je voudrais aussi insister sur le fait que je voulais que ce soit... Pour moi, la lecture plaisir est très importante. C'est une autre remarque que je m'étais faite en cherchant des livres
d'auteurs africains, je pense que c'est peut-être moi ou c'est peut-être un manque où je voudrais en voir plus, non seulement des livres politiques ou vraiment qui parlent de sujets de société très importants, aussi des livres un peu comme quand on en lisait quand on était jeune, vraiment des romans de gare. Voilà. Divertissement. Divertissement, voilà. Moi, je veux mettre en avant le livre divertissement, parce que le livre, c'est aussi ça. Quand je te disais que le livre a sauvé ma vie, c'est parce que le livre aussi m'a permis de m'échapper pendant les moments où j'étais vraiment pas bien de ma vie. Oui. Voilà. De s'enfuir un peu dans des univers magiques, romancés, voilà. Voilà, exactement. C'est-à-dire, mais vraiment en dehors. Je voulais des livres qui ne décrivent pas forcément ma réalité à moi, en étant mis dans des univers que je reconnais. Par exemple, un thriller à Douala. Ben oui. Ah, ça, je l'attends, hein, celui-là. Quelqu'un. Voilà, je l'attends. Oui, c'est ça que je recherche en gros. Oui. Mais un bon thriller, hein, pas les clichés, voilà, mais un bon thriller bien ficelé, le genre de thriller où à la fin du livre on se roule par terre et on crie dans toute la maison, je n'ai pas vu ça venir. Exactement. On crie partout, non, c'est pas possible, je n'ai pas vu ça venir. Mais que la scène se passe à New Bell. Oui. On ressent les émotions, on entend les bruits, les odeurs, on voit les couleurs, oui. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train de travailler dessus, vous savez où aller après, hein, c'est chez African Propaganda. Donc, c'est ce type de lecture ou quand on parle de romance, par exemple, une romance à Kinshasa, je sais pas, tu vois, ou un truc. Mais une vraie belle histoire d'amour, quoi. Une belle histoire d'amour, comment on dit en anglais, avec un happily ever after. Non, mais les trucs qui se terminent bien. Mais quoique, elle peut se terminer mal, mais l'histoire est tellement très, très bien construite. Parce que il faut, je pense, trouver des techniques pour susciter des émotions fortes. Bon, ces techniques-là, on ne naît pas nécessairement avec le talent, hein, ça s'apprend. Donc, moi, je conseille beaucoup aux auteurs d'aller faire des ateliers d'écriture, mais pas n'importe lesquels, parce que je vois beaucoup de gens qui disent faire les ateliers d'écriture qui n'ont jamais écrit une phrase. Faites des ateliers d'écriture chez des experts ou alors des auteurs qui ont déjà du succès, qui ont déjà travaillé leur plume. Voilà, apprenez des meilleurs. Moi, c'est ce que je dis toujours. Apprenez des meilleurs. Oui. Donc voilà. Donc l'une des premières collections, qui s'appelle Gaskia. Gaskia, c'est un nom haoussa qui signifie vérité, réalité. Donc là, justement, dans cette collection, ce serait des thrillers, romans policiers, suspense, etc. Donc ça, c'est la première collection. La deuxième collection, c'est Bolingo. Bah oui. Qui veut dire... dire amour. Et puis, la troisième collection, c'est la collection Ubuntu. Pour en revenir à la plus grande partie de moi, la partie spirituelle. Donc, ce serait plutôt des livres. Déjà, Ubuntu, ça veut dire « je suis parce que nous sommes ». Et, c'est un concept qui nous vient d'Afrique du Sud. C'est une philosophie plutôt bantou. Ça parle d'humanité, de fraternité, de lien, d'appartenance, etc. Et donc, c'est des livres... Ça, par contre, je ne considère pas ça comme des livres, des romans de gare. C'est des livres plutôt qu'on garde près de soi et sur lesquels on revient de temps en temps. C'est des livres qui nous parlent de la vie, c'est des livres qui nous enseignent, c'est des livres qui nous parlent de spiritualité, c'est des livres, qui vont un peu plus profondément dans l'être humain. C'est des livres qui nous parlent de l'être, vraiment de l'être humain, mais en termes, je dirais en termes spirituels. Donc, voilà. Donc, et, on a Gaskia, Bolingo, et Ubuntu. Plus tard, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, on fera aussi une collection enfants. La raison pour laquelle il n'y a pas de collection enfants dans ce que je te présente là et que je présente à tout le monde, c'est parce que pour moi, la collection enfants, c'était ma première idée. Mais après,
ça demande tellement d'amour, je dirais, et tellement de soins que je me suis dit je le ferai après. Je veux d'abord commencer par ces 3 premières collections et ça me laisse le temps de vraiment bien cuisiner quelque chose de beau pour les plus petits. Mais justement, c'est assez étonnant que tu n'aies pas commencé par la collection enfants parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu as publié un livre pour enfants. Voilà. Écrit, parce que quand on dit publier, il faut qu'on précise, hein, tu as écrit un livre pour enfants. Oui. Un livre pour enfants qui est plus même avec en rétrospective parce que je l'ai publié en 2018. C'est même un miroir de comment on dit de mon éveil, d'un certain éveil spirituel que je vivais à l'époque. Mais j'ai écrit un livre pour enfants en 2018 et justement parce que j'ai écrit ce livre que je n'ai pas commencé par la collection enfants parce que la collection enfants je suis peut-être, c'est mon côté perfectionniste, je cherche la personne qui va faire les dessins, par exemple. Dans la collection enfants, il faut penser illustration. Voilà. Donc, dans la collection enfants, il faut penser, c'est-à-dire le support doit être assez riche pour que les enfants puissent connecter avec. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose je prends plus de temps pour vraiment sortir de moi, pour créer un produit vraiment bien. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ton livre pour enfants et de quel âge à quel âge le livre est destiné? Kinlam et les animaux de la forêt. En fait, c'est tout comme toute chose totalement par hasard. Mon père me racontait quand j'étais petite, tu sais, des histoires quand on était enfant, mon frère et moi. Beaucoup de parents beaucoup d'enfants, les parents lisent les livres. Moi, mon père, il inventait, et il nous racontait des histoires. Et quand j'ai eu mes enfants, du coup, je me suis dit que j'allais continuer la tradition. Et j'inventais des histoires pour mes enfants. Et à un moment donné, j'ai inventé l'histoire de Kinlam. En bassa. Lam, c'est joli, c'est beau. Donc, j'ai trouvé le prénom. Je racontais les aventures de Kinlam et ce que je visualisais, le monde que je visualisais dans ma tête, je le transmettais aux enfants. Alors, je racontais l'histoire de Kinlam dans la forêt, elle croisait tel animal, etc. Et à un moment donné, j'ai fait ça sur plusieurs nuits parce que l'histoire était tellement longue. Je la racontais et puis, tu vois, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, maman, c'est quoi la suite? Ah ben non, il faut dormir. Demain, il y a la suite. Et le lendemain, Et surtout que tu pouvais être à court d'idées puisque tu étais en train de créer l'histoire au fur et à mesure. C'est ça, ce qui est beau avec la créativité, c'est que ça ne s'arrête jamais. Donc, j'ai créé plusieurs histoires. Là, j'ai publié juste un tome et j'ai créé plusieurs histoires de Kinlam, en fait. Et tout ça rejoint en fait l'histoire de la création de la maison d'édition parce que quand j'ai écrit Kinlam et les animaux de la forêt, j'ai d'abord cherché à me faire publier. C'était long et c'était compliqué. Comme je ne suis pas quelqu'un qui aime des choses longues et compliquées, je me suis dit je vais m'auto-éditer. Donc je me suis auto-éditée. Quand je me suis auto-éditée, là aussi, c'était un autre monde qui s'est ouvert à moi. Je me suis rendu compte que il fallait que je fasse moi-même faire la relecture et la correction. Il fallait que je cherche un illustrateur. Mais là, ça tombait bien, l'illustrateur. Comme mon mari est dessinateur, je lui ai dit de faire les dessins. Mon mari a fait les illustrations. Donc, c'était même un projet de famille, en fait. Oui. Des enfants. L'illustrateur, c'était mon mari. Et puis, la communication, c'était moi. C'est comme ça que j'ai ouvert mon compte Instagram pour commencer à communiquer sur mon livre. Mais je me suis dit, quelqu'un qui ne peut pas faire ça, quelqu'un qui n'a pas les moyens déjà, chez nous, la connexion, déjà, tu peux pas être tout le temps sur Instagram ou sur Facebook à parler de ton livre. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, j'aurais bien aimé avoir une maison d'édition dédiée à ce type de livre pour les enfants pour des enfants qui ressemblent aux miens. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres femmes qui étaient dans cette même démarche que moi. Donc, sur le marché, aujourd'hui, vous avez beaucoup de livres d'auteurs afro-descendants, surtout en Europe, qui ont créé des livres, j'aime pas le mot diversité, mais on va l'utiliser à défaut d'autres mots,
je dirais, inclusif, plus inclusif, d'autres types de personnes, des livres qui nous ressemblent, quoi. Mais je me suis rendu compte que sur le tas de femmes qui avaient fait ça, il y en a juste peut-être une ou deux qui en vivent ou qui font ça. Parce qu'à un moment donné, on s'essouffle. Quand on doit faire soi-même la communication de son livre, quand on doit faire soi-même l'édition, quand on doit faire soi-même s'occuper de l'impression, tu te dis 1000 impressions et puis tous les 1000 livres viennent se déposer chez toi. C'est ça. C'est toi qui dois courir à la poste, gérer la vente et tout. C'est pas, voilà, ensuite, moi je me dis quand on est auteur, on n'est pas forcément. Oui, c'est pas le métier de l'auteur, ça. C'est pas le métier de l'auteur. Oui, c'est pour ça que j'encourage toujours ceux qui se lancent dans l'auto-édition, qui est une très bonne chose, hein, d'intégrer le fait que l'auto-édition ne veut pas dire faire tout seul. Oui. L'auto-édition veut dire que on a le contrôle, mais ça ne veut pas dire qu'on fait tout seul. Oui. En auto-édition, il faut, et je l'encourage vivement, il faut aller vers des professionnels. La différence avec le classique, c'est que ce n'est plus la maison d'édition qui va gérer tout le processus, mais c'est l'auteur lui-même. Mais il aura toujours besoin des professionnels. Il aura besoin d'un relecteur, il a besoin d'un correcteur, il a besoin d'un designer, il a besoin d'un marketeur, tout ça là. Donc, il faut intégrer tout ça et se dire que ce n'est pas moi qui veux faire ce boulot-là, donc préparer un budget aussi pour ça. Ben c'est ça. Et tout voilà. On passe ce budget. Donc, j'ai fait face à ça et je me suis rendu compte que oui, toutes celles qui étaient comme moi, ben, à un moment donné, tu publies le tome 1, tu publies le tome 2, mais après, tu t'essouffles parce que... et puis, le retour sur investissement, il n'est pas toujours là, malheureusement. Donc, du coup, j'ai le manuscrit du tome 2, mais je me suis dit, Arlette, tu sais quoi? Tu vas d'abord laisser le manuscrit du tome 2 de Kin Lam posé là, parce que ce que tu vas faire, c'est créer une maison d'édition pour que toutes celles qui, comme toi, ont eu cet élan de créer, mais qui se sont arrêtées parce que, justement, à défaut de pouvoir avoir un relecteur, un correcteur, un marketeur, etc., ben, pour tous ceux qui se sont découragés, ben, au moins, créer cette plateforme et cet espace pour que les auteurs restent des auteurs, puissent rester des auteurs. Alors, il y a des gens qui te diront, peut-être, voilà, je vais un peu jouer l'avocat du diable, hein. Des gens qui te diront, oui, mais si tu deviens éditrice, ça veut dire que tu repars dans le circuit que nous on voulait éviter, parce que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens vont aussi dans l'auto-édition, c'est qu'ils veulent sortir du circuit classique pour garder leurs droits, pour avoir des conditions plus importantes sur leur vente, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ce que je leur réponds, c'est un choix que je comprends. Après, il faut savoir, comme dans tout domaine, il faut savoir ce qu'on veut. Et oui, pour ceux qui veulent se faire auto-éditer, c'est possible, mais pour ceux pour qui vraiment veulent se focaliser sur le cœur de leur métier, c'est aussi possible à travers une maison d'édition. Et encore, je dirais, chaque contrat, quand on édite, il y a un contrat. Chaque contrat se négocie. Et j'oserais dire, sans donner des chiffres vraiment fixes, que l'une autre des raisons pour laquelle je travaille dans le digital, c'est pour pouvoir donner aux auteurs un pourcentage plus élevé des ventes. Parce que il y a des frais que je n'aurais pas pour commencer. Les frais d'impression, parce que c'est ça qui prend aussi, de l'argent. Les frais d'impression, etc., etc. Donc, quand on passe au digital, ben, ce sont des frais tout de suite qu'on n'a pas. Donc, moi, en tant qu'éditrice, j'ai les frais de relecture etc., et des frais administratifs de toutes les manières qui sont inhérents à toute entreprise. Mais j'ose imaginer que je donnerais un peu plus aux auteurs. Mais là, tu négocies, c'est au cas par cas ou tu as un tarif fixe? J'aurai un tarif fixe parce que comme je n'aime pas les choses qui longues.
Voilà. Est-ce que c'est déjà officiel ou tu gardes encore cela secret? Je garde encore cela. Mm-hmm. Oui, je le garde encore. Je dirais pas secret, mais voilà, je le garde confidentiel. Mm-hmm. Ce que je peux dire, c'est que l'application, elle va être basée sur des abonnements mensuels. Donc, l'abonnement mensuel, pour l'instant, aujourd'hui, je ne pense pas que ça va changer. Il est à 7,99 €. Non, ça c'est pour le côté lecteur, hein. Le côté lecteur. Oui. Ça veut dire qu'un livre, le téléchargement d'un livre sera pour l'auteur l'équivalent de 7 €. Enfin, pour l'auteur, c'est-à-dire que je considère que le livre, il coûte 7,99 €. C'est une loi, c'est comme ça dans la loi, parce que moi, l'entreprise, elle est basée en France, donc il y a la loi sur le prix unique du livre. Voilà, exactement, le prix unique du livre. Donc, un téléchargement équivaut à un livre acheté. Donc, si l'auteur a, je ne sais pas, 10 000, ouais, combien, 10 000 téléchargements. Pour moi, je vais compter ces 10 000, je vais compter 7,99 fois 10 000. Et ce sera ça. Voilà, le livre coûte 7,99 €. Et c'est dans les revenus de ça que je prendrai le pourcentage de l'auteur, qui est plus élevé que le pourcentage de l'éditeur. Et côté auteur, comment ça se passe? C'est-à-dire que moi, je viens sur l'application, je m'abonne, donc j'ai un montant que je paye par mois. Côté lecteur, tu veux dire? Oui, en tant que lectrice. Je viens, je m'abonne, je paye un montant par mois, donc 7 € et quelques. Hein. Et qu'est-ce que j'ai en retour? J'ai téléchargement sans limite. Ah, ok, d'accord. Téléchargement illimité de toutes les catégories. D'accord. Pour moi, quand je te parle d'accès, c'est vraiment... je me suis mise à la place de quelqu'un qui lit autant que moi. Et je lis beaucoup. Donc, moi, il me faut c'est-à-dire un stream de livres assez conséquent. Et je me suis dit, quelqu'un comme moi, oui, c'est les téléchargements illimités. Et je répète encore, j'aime les choses simples. Oui. Je ne voulais pas me lancer pour commencer. Peut-être qu'à l'avenir, je ne sais pas, peut-être que le business model va changer, mais là, je te parle du business model actuel. Jusqu'à ce que je croise, que le produit soit vraiment entre les mains des lecteurs et que les auteurs aient leurs livres dedans. Là, en ce moment, peut-être on fera un autre podcast, je te dirai, j'ai changé d'avis. Je voulais savoir comment tu as pu contourner l'obstacle des moyens de paiement pour les gens qui vivent en Afrique, parce que ça, c'est quelque chose de très, très, très compliqué pour tout entrepreneur dont la cible se trouve, tout entrepreneur digital, dont la cible se trouve en Afrique, oui. C'est quelque chose qui est toujours en... Je dirais pas que c'est toujours en étude, mais c'est quelque chose qui évolue. À savoir que l'application, c'est quelque chose qu'on est toujours en train d'intégrer dans l'application. Dans nos pays, il y a des modes de paiement. Les paiements peuvent être effectués à travers le téléphone. Alors, vous avez les compagnies téléphoniques comme MTN et autres choses qui vous permettent de payer vos factures, qui vous permettent de payer. Donc, c'est cette technologie-là que nous allons utiliser pour permettre à ceux qui vivent en Afrique de payer par téléphone. Donc, le véritable problème dans cette approche, c'est l'homogénéité de toutes ces différentes compagnies. Parce que si je vis au Cameroun, est-ce que c'est la même chose que si je vis au Sénégal ou si je vis en Mauritanie ou si je vis au Kenya? On rentre dans un autre sujet qui me passionne, c'est le tech en Afrique. Voilà, c'est tout ce qui est financial technology. Exact. Et j'en parlerai aussi après. J'ai un partenaire, FinTech, qui s'appelle InTouch et qui est présent dans une vingtaine de pays. Il faudrait regarder sur le site internet, je ne sais pas, mais qui est présent dans suffisamment de pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre pour que je puisse proposer cette solution.
Alors, et c'est cette fintech qui se charge, avec sa technologie, de faire l'agrégation de tous les paiements. Donc, c'est cette fintech au niveau technologique, je ne saurais pas te dire, mais c'est cette fintech qui gère avec MTN tout dans ces différents pays-là, tous les comment dire, toutes les compagnies, toutes les sociétés téléphoniques qui permettent à leurs abonnés de payer par téléphone, et donc qui a agrégé ça en un produit fintech. C'est cette solution qui est aussi dans la maison d'édition. C'est très intéressant. En fait, ça me manque de beaucoup de choses qui me passionnent. Donc, c'est un produit à la fois digital, technique, parce que étant né dans les années 80, nous, tu sais, notre génération, moi, ma génération, c'est celle qui est, comme on dit en anglais, entre l'analogue et le digital. Mais c'est tout à fait normal parce que en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas que juste l'idée qu'on a eue et puis ça va se développer comme par magie avec la bénédiction du bon Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour mettre en place les infrastructures, pour pouvoir donc implémenter sa vision, mais il y a des obstacles qu'il faut traverser. Moi, ça m'intéresse beaucoup ce côté application de paiement parce que c'est quelque chose que j'ai recherché pendant longtemps et qui m'a fait même abandonner une partie de mes projets parce que c'était un casse-tête pas possible. C'était ouvrir une librairie en ligne. C'est très possible. Parce que moi, comme je t'ai dit, c'est un sujet qui me passionne, donc c'est un sujet que j'ai cherché, c'est des contacts que j'ai pris. Peut-être plus tard, ça fera le sujet d'un autre podcast, mais on va en parler. Et moi, je suis contente et rassurée parce qu'il y a de plus en plus d'Africains, de personnes afrodescendantes comme nous, qui proposent des solutions. Donc, il y a des solutions sur le marché. Il y a des solutions que je vais utiliser, mais il y en a plusieurs autres. En Côte d'Ivoire, en ce moment, il y a une solution qu'on appelle Jamo. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. Qui permet à ceux qui vivent en Afrique d'obtenir des cartes Visa, d'avoir des cartes Visa. Et je pourrais pas, il faut aller sur leur site. C'est des informations que je donne comme ça, mais il faut vraiment chercher. Chacun ira faire ses propres recherches et verra la pertinence de ces offres-là. Je peux dire que en ce moment, la fintech en Afrique, c'est quelque chose que j'essaye de suivre de près, d'aussi près que je peux avec les connaissances que j'ai. Et même d'ailleurs, j'ai participé à un panel il y a la semaine dernière qui était en train de dire que cette méthode de M-Payment, ça s'appelle M-Payment, donc Mobile Payment, que c'est en train de... J'avais les yeux comme ça parce que apparemment ça commence même à être dépassé, d'après ce qu'on me disait. Et moi, je commence avec un truc qui est en train d'être dépassé parce que chaque jour, il y a de nouvelles technologies qui sont... Ça va très vite, oui. Voilà, ça va très vite. Chaque jour, il y a de nouvelles technologies qui sont mises en place pour permettre à ceux qui vivent en Afrique, avec le système bancaire que nous connaissons, de pouvoir quand même avoir accès au genre de produits que nous proposons, comme ceux qui vivent dans le reste du monde, quoi. Assel, qu'est-ce que ça fait d'être pionnière? C'est une question assez bizarre parce que déjà, je ne sais pas si je suis pionnière. Ce n'est pas parce que je suis pas au courant de quelque chose que ça n'existe pas. C'est vrai. Alors, par contre, qu'est-ce que ça fait de commencer dans un domaine qui semble être, nouveau dans mon entourage le plus proche, dans mon cercle, voilà. C'est passionnant. C'est passionnant, ça réveille en nous le goût de l'aventure. On se teste, on se teste et on se dit jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je suis capable de produire de moi-même sans que je n'ai un chef qui me donne des directives et tout. Donc, tout est de ma responsabilité. Si j'échoue, c'est ma faute. Si je gagne, c'est ma faute. Donc, c'est assez
comment dire, excitant. Oui. Et d'un autre côté, on sait qu'on est observé. Oui. Les gens ne nous le disent pas, mais on le sait. Oui. Et on le sait parce que de temps en temps, quand même, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais je te vois de temps en temps. Mais qu'est-ce que tu fais exactement ?» Bon, le domaine qu'on a choisi est parfois très... très, comment dire, il y a de belles anecdotes parce qu'en général, quand je dis ce que je fais, on dit « Oui, mais qu'est-ce que tu fais vraiment ?» Tu vois, j'explique, on dit « Oui, mais en fait, tu fais quoi vraiment? Comment tu gagnes ta vie? » Donc, les gens n'arrivent pas encore à associer ce type d'activité à quelque chose de sérieux, d'un travail régulier, et tout ça. Ils se disent que bon, c'est juste une petite lubie comme ça. Oui. Mais bon, ça fait quand même 5 ans que je suis là, donc je crois qu'ils ont compris. Oui, avec le temps, ils ont compris que non, c'est du travail. C'est vraiment du travail. Et puis, comme je le disais, hein, c'est passionnant. C'est un monde où vraiment, je suis parfois comme une gamine qui découvre un monde merveilleux. Ça ne veut pas dire qu'il y a que des belles choses, hein, mais moi, je suis quelqu'un de très, 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 très curieux. Je dévore les informations, je cherche, je fouille, je découvre. Moi, je suis en permanence en train de chercher à comprendre, mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Mais parfois, c'est même un peu à l'excès parce que ça peut me détourner de ce sur quoi je suis en train de travailler. Donc, je commence par ouvrir telle fenêtre et puis je découvre, je dis, ah, mais tiens, je savais pas que c'était comme ça et je continue, mais j'oublie ce que j'avais à faire et puis voilà. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Ouais. Donc, c'est le mot qui me vient spontanément. C'est passionnant. Moi, oui, c'est parce que moi, par rapport à cette histoire de peur dont on parlait, c'est passionnant, mais pour moi, c'est aussi, je dirais pas que c'est de l'anxiété, mais tu sais, le fait de ne pas avoir, je sais pas comment dire en français, de blueprint, de ne pas avoir d'exemple. Oui. Oui. De ne pas avoir un modèle qui est déjà bien structuré, qu'on suit à la lettre, et puis on est sûr qu'en le faisant, ça va marcher. Oui. Oui. Moi, c'est ça. Être pionnier, c'est de ne pas avoir de modèle, justement. Oui. Donc, mais justement, c'est ça qui est captivant et qui est excitant. Les gens qui ont été les pionniers et qui ont fait les blueprints pour autre chose, ils venaient d'où? C'était pas des extraterrestres. Pourquoi tu ne serais pas celle-là qui fait le blueprint pour d'autres, tu vois? Et une fois qu'on voit les choses de cette manière, mais ça devient une belle aventure. Oui, c'est comme un chercheur dans son laboratoire, quoi. Et personne ne nous attend. On ne doit rien à personne. C'est vrai. Donc, on a une certaine liberté quand même de penser, de tester. Voilà, moi, tout ce que je fais, c'est try and error. Ouais. Donc, je teste, j'ai une idée, j'essaie de voir si j'ai les ressources pour tester l'idée et j'analyse les résultats et vraiment comme un laborantin. Oui. Voilà. Exactement, c'est cette attitude que je prends aussi par rapport à certaines choses que je fais. Je me dis, écoute, on essaye, on va essayer. Et puis, on teste quelque chose. Et vraiment, quand on a la chance d'avoir trouvé quelque chose qui nous passionne, c'est enrichissant, ça nourrit l'esprit, ça transforme même. On devient pas une autre personne, mais on devient bienveillant parce on est en harmonie avec ses valeurs, avec ce qu'on veut, oui. Donc voilà, ça fait un peu plus d'1 heure, hein, je pense, à celle qu'on est là. Au moment où chez nous, on tape les divers. Dernière question, je ne sais pas si tu en as une autre pour moi, mais moi j'en ai une dernière pour toi. Oui. Est-ce que tu penses que c'est possible de créer la vie de ses rêves? Oui, je pense que oui, mais il faut faire attention à ce qu'on met dans son imaginaire, à ce qu'on appelle rêve. Oui. Le rêve n'est pas nécessairement de regarder chez le voisin et de voir qu'il a 4 voitures au garage, donc voilà mon rêve. Ça, c'est le rêve du voisin. Voilà. Et même, je ne sais pas si le voisin avait fait ce rêve-là. Oui. Pour moi, le rêve, c'est vraiment trouver ce pourquoi on est là.
Donc, le rêve, c'est pas de dire, j'aimerais avoir 10 000 euros dans mon compte demain matin, j'aimerais avoir... Non, c'est la question que je me pose tout le temps. Ouais. Quand je ne serai plus là, quel sera mon héritage? Quel sera mon héritage? C'est une question. Moi, c'est une question que je sais pas. J'avais même mis ça à un moment donné sur le site internet. C'est une question qui m'obsédait à un moment donné. Pourquoi je suis là et qu'est-ce que je laisse surtout? Oui. Et je suis persuadée qu'on est venu apporter quelque chose. Je l'ai fait un peu à l'envers en parlant d'héritage parce que j'avais constaté que quand j'échangeais avec les gens et on disait oui, il faut que tu trouves ce pourquoi tu es là, les gens disent de quoi tu parles? Comment je vais trouver ça? On fait comment pour trouver ça? Et en fait, le plus simple, c'est de dire quand je ne serai plus là, quel sera mon héritage? Ce ne sera pas les maisons, les voitures, mon dernier sac Chanel. C'est pas un héritage, ça. Quand on va penser à moi, qu'est-ce qu'on se dira? Et qui n'a pas de limite dans le temps. Tu vois? Et une fois qu'on a répondu à cette question-là, c'est ça qui devient le rêve. Oui. Venir à la question du rêve. Est-ce qu'on peut construire la vie de nos rêves? Oui. Une fois qu'on a pu... C'est pas un processus facile, hein? Attention. Ce que tu es en train de dire. C'est pas un processus facile. Oui, mais une fois qu'on a fait le tour et qu'on a trouvé cette chose-là, c'est ça qui devient votre rêve. Et tout ce que vous faites, quand je dis tout, c'est vraiment tout. Que ce soit ce que vous mangez, votre cercle d'amis, la manière de communiquer avec les gens, toute la dynamique sociale, même au travail, tout ce que vous faites, ça s'aligne. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Derrière ce rêve-là, oui. Oui. Mais et si par hasard, vous êtes entêté, vous allez dans une autre direction, mais la vie va vous frapper avec une violence inouïe pour vous ramener sur ce chemin-là. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je vois des gens autour de moi avec qui je discute de ce genre de sujet. Ils expérimentent la même chose. Donc parfois, quand on traverse des moments difficiles dans notre vie, surtout les moments dont on pouvait avoir le contrôle, parce qu'il faut faire attention, je parle pas, il y a des choses qu'on peut pas contrôler dans nos vies, ça c'est clair, mais les choses qu'on peut contrôler et qui deviennent chaotiques, c'est parce que on a pris un chemin qui n'était pas aligné à notre rêve dont on parlait. C'est parce qu'on ne sait pas honorer. Absolument. Construire la vie de ses rêves, moi j'allais répondre, beaucoup de gens pensent que c'est pas possible ou ne le font pas parce que ça demande du courage. Oui. Ça demande aussi une certaine déconstruction de son mental. C'est ça. Oui. Ça veut dire que, prenons un exemple vraiment très banal. Le travail que je fais, c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement personnel. Je parle pas de l'argent, hein, je parle du temps. Alors, si par exemple, j'ai un partenaire qui ne comprend pas ça, c'est sûr que je vais me retrouver à un moment ou à un autre devant le choix. Partenaire ou mon travail. Mon travail, pas dans le sens d'aller le matin et rentrer le soir, mais dans ce rêve dont on a parlé. Entre ton héritage... Exactement. Et tes choix quotidiens, en fait. Exactement. C'est dur. C'est pour ça que je dis que c'est dur. Et c'est pour ça que beaucoup... Oui. C'est très, très, très compliqué. Oui. Et il n'y a pas un moment qu'on atteint où on se dit c'est terminé, j'ai déjà surmonté tous les obstacles et maintenant tout va bien. Non, c'est un processus. Oui. Donc chaque jour, on est confronté à de nouveaux obstacles et c'est à nous de nous asseoir et de se poser la question de savoir qu'est-ce que cet obstacle est en train de vouloir me dire. Oui. Est-ce que c'est un enseignement? Est-ce que c'est une lumière d'alarme pour me dire fais attention? Donc, mais il faut
être, avoir beaucoup d'honnêteté envers soi-même. D'honnêteté envers soi, oui. Oui. Il faut être indulgent envers soi-même, dans le sens où il faut accepter qu'on n'est pas superwoman, oui, qu'on est vulnérable, qu'on a des moments de faiblesse. Et il faut embrasser ces moments de faiblesse-là. Oui, et comprendre que, à ce moment, je traverse un moment qui n'est pas vraiment adapté à la créativité. C'est pas grave si je ne crée pas. Je ne peux pas créer maintenant parce que on a l'explication dans soi. On sait quel est le médicament. Donc, c'est un peu comme ça que j'essaye de construire la vie de mes rêves. Voilà. Je n'ai rien à ajouter. Tu as tout dit, Voilà, bon, j'espère que j'aurais pu aussi inspirer d'autres personnes. Hein. Oui. Le but de cet échange qu'on a, c'est pour ça que, comme on dit, on se met là dehors, comme on met ça fait aussi partie de notre héritage. De se confier comme ça, de montrer cette partie de nous là, cette partie forte, cette partie vulnérable, pour que d'autres voient que c'est possible en fait. Tout à fait. Au-delà des croyances avec lesquelles on est né, des croyances qu'on nous a inculquées. C'est ça le plus difficile dans le travail. Comme tu dis, la déconstruction. Reconnaître ces moments de déconstruction, accepter ces moments de déconstruction et passer la peur. Parce que là, tu vois, là, les gens ne nous voient pas, mais la carte de la peur, elle est toute. Oui. Et c'est par ça qu'on avait commencé notre échange aujourd'hui. Oui. Donc, en fin de compte, c'est dépasser la peur. Dépasser la peur. Et quand tu vas derrière, ton rêve, il se trouve derrière la peur, en fait. Ah, d'accord. Je pense. Ben, la boucle est bouclée, hein. À mon rêve, on va dire. On va terminer. Le podcast. Merci Arlette, merci. Bon, je pense qu'on a tout dit. On met les détails de tout ce dont on a parlé, que ce soit en Afro-Livresque, je mettrai où te trouver toi à Celle, à travers Afro-Livresque, à travers le Salon du Livre, et puis d'autres détails qu'on mettra dans la description des deux podcasts. Très bien. Et de suivi des entrepreneurs de l'âme. Ma sœur. Oui, ma sœur. Moi aussi, je t'aime très, très fort. Et je te fais une grosse bise. Je te souhaite un très bon week-end. Merci et bon week-end à nos auditeurs. Merci. Bye. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.